Bonjour à tous. Je m'appelle Assietou Diop Camara. Je suis sociologue de formation et spécialisée sur les questions de genre et d'égalité femmes-hommes. Je vous souhaite la bienvenue sur ce vidéocast réalisé par Warkha TV pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Cette campagne, je le rappelle, est une campagne qui est organisée chaque année pour célébrer les activités, les actions qui sont menées à travers le monde pour l'élimination des violences qui sont faites aux femmes et aux filles. Elle dure du 25 novembre au 10 décembre, dates qui font référence à la lutte pour l'élimination des droits, pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles et pour célébrer les droits humains. Nous recevons sur ce plateau deux éminentes personnalités qui sont Madame Dior Falso, première femme procureure du Sénégal, et Monsieur Daouda Diop Genre, spécialiste des questions liées au genre et à l'égalité femmes-hommes. Bonjour, très chers invités, et bienvenue. Bonjour Aïssatou. Bonjour Aïssatou. Bonjour. Alors, je le rappelle, je le disais en début de propos, nous avons des invités d'éminentes personnalités. Je m'en vais très rapidement présenter Madame Dior Falso. Madame Dior Falso, que nous recevons aujourd'hui sur ce plateau, est magistrate de formation, première femme procureure du Sénégal, de la République du Sénégal en 1976. Elle est membre fondatrice de l'Association des juristes sénégalaises. Madame Dior Falso a également été la directrice de l'éducation surveillée et de la protection sociale, directrice des affaires juridiques à la Sonatel. Elle a également travaillé au tribunal pénal international sur la question rwandaise, bien entendu, pendant 8 ans. Et elle continue aujourd'hui de faire de la consultance, plus précisément pour la Cour internationale. Madame Dior Falso, je le rappelle, est l'une des personnalités qui ont eu à mener le projet de loi sur la criminalisation du viol. Je pense que je vais lui donner la parole à Madame Dior Falso pour qu'elle revienne sur son parcours, sur les brillantes notes qu'elle a eu à écrire qui sont relatives à l'élimination des violences qui sont faites contre les femmes et les filles au Sénégal. Madame Sow. Oui, enfin, je pense que vous avez dit l'essentiel de mon parcours. Je ne reviendrai plus. Il est toujours difficile un peu de parler de soi. Ce que je notais et qui me fait réagir, peut-être, c'est effectivement par rapport peut-être à la criminalisation du viol et de la pédophilie. Je trouve d'abord, je dois saluer ce travail qui a été fait, puisque je pense que ça n'a pas été facile d'ailleurs. C'est une véritable, je pense, c'est une loi qui est très importante pour le Sénégal. Et je suis un peu désolée de voir qu'à l'heure actuelle, il y a peut-être beaucoup d'amalgame concernant cette loi-là, et on la critique en disant qu'elle ne sert à rien. Mais je pense que les personnes qui font ça vont un peu rapidement en besogne, dans la mesure que c'est une loi qui a été adoptée en 2020 et qu'à l'heure actuelle, il n'est pas possible, je pense, de faire un bilan effectif, dans la mesure où ce n'est plus un délit, c'est un crime. Et un crime ne se règle pas en l'espace d'une semaine, en l'espace de 3 mois ou 6 mois, comme on avait eu coutume de le voir, mais pendant des années. Ça peut prendre des années. J'espère que ça ne durera pas trop d'années, parce qu'il faut penser aussi à la personne qui est en prison. Mais je pense qu'il est nécessaire qu'on prenne le temps de faire l'information. Ça montre d'ailleurs que c'est pas une loi qui est prise à la légère seulement, mais qui est prise pour que justement les faits soient prouvés et que la condamnation puisse intervenir. Exactement. De grandes avancées alors qu'on note, mais une effectivité qui va prendre un peu de temps quant au bilan qui peut être fait par rapport à l'application de la loi. Et je pense que les gens doivent le comprendre. Et je pense aussi que ce qui est important et qu'on ne dit pas souvent, c'est les mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement qui intéressent aussi bien la personne qui a été arrêtée, le coupable de viol, le présumé coupable, puisqu'il n'est pas encore condamné, et la victime. Et c'est surtout sur la victime qu'il faudrait quand même que les mesures d'accompagnement soient prises en raison des conséquences psychotraumatiques après le viol. Exactement, parfait. Merci beaucoup Madame Dior Falso. Je pense que nous allons revenir sur ces mesures d'accompagnement-là qui doivent être mises en place par rapport aux différentes victimes, et nous allons un peu faire un clin d'œil à l'actualité sénégalaise actuellement qui parle de ces questions de viol-là. Je m'en vais présenter Monsieur Daouda Diop. Monsieur Daouda Diop qui est expert en genre et qu'on appelle affectueusement Daouda Genre depuis 1992. Il fait la promotion du leadership féminin, de l'auto-emploi individuel et collectif. Monsieur Daouda Diop est également expert en genre.
Vous êtes formateur, accompagnateur plutôt en esprit d'entreprise et entrepreneuriat féminin d'envergure. Vous enseignez au Master Genre et Édification de la paix à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, principalement à la Faculté des droits et sciences juridiques. Vous avez joué un rôle crucial dans l'élaboration de l'indice d'égalité de genre ici au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Mais vous êtes surtout ce qu'on peut appeler un hifoshi, quelqu'un qui stand up, comme on dit, pour la promotion de la masculinité positive. N'est-ce pas? Exactement. Vous avez bien fait. Et vous avez fait le tout parfait. Peut-être que vous me permettez, je dirais que Dior, ça je prends votre place. C'est pas seulement la première femme procureure, mais quand elle a été procureure, son action et son adhésion à la justice sociale et à la cause humaine ont fait qu'elle a réglé toutes ces petites questions de banditisme qu'on voyait à Saint-Louis. Exactement. Donc ça, pour moi, c'est l'image presque que je retiens. La vie est devenue plus disciplinée, il n'y avait plus ces banditismes traînants, n'importe quoi, et ainsi de suite. Oui, nous aurons la possibilité tout à l'heure de revenir sur ce parcours. Rien qu'à évoquer son nom, ça pouvait être dissuasif. Exactement. Pour certaines personnes. Exactement. Et ça, pour moi, pour une juge, une magistrate, c'est une grandeur. Parce que maintenant, quand tu prononces le nom d'un magistrat, assez souvent on te dit vous. Donc, il y a une dégradation si on prend le temps des Dior et des autres quoi. Exactement. Pas les citer. Exactement. Donc, en gros, je voudrais un peu revenir sur ça. Sinon, comme vous dites, je suis sur les questions de genre depuis très longtemps, mais avant que le terme genre n'existait pas, j'avais mis un concept, c'était même appliqué avec l'ASC Tchèdo 80. En 82, j'écrivais égalité solidaire et égalité solidaire ou solidarité égalitaire et complémentaire. Parce que je n'avais pas le concept. Et c'est en 82 que j'ai créé ça pour montrer la nécessité de l'égalité et même une égalité réelle qui est basée maintenant sur la solidarité humaine, même dans le couple. Donc, ce n'est pas une égalité de combat ou ainsi de suite, mais c'est solidaire et complémentaire. Exactement. Et jusqu'à présent, je pense, bon, il y a des gens, les Barbadaises et autres me disent, il faut conserver ce concept. Je dis, c'est une bataille d'arrière-garde parce que le genre s'est imposé. Exactement. Le concept de genre, vous faites qu'on d'un côté que tu wolof, nan nga ko mëna waxé les différentes communautés ak ñoo nga xamni ñom ngay liggéeyal ndol. Waaw, pour me séddale ko nit ñi, pour me expliquer bu baax ci wolof, moy niñ la tëggee pour nga nekk li société bi bëgg nga nekk ko. Xam nga société bi dafa am jigéen am góor suñu jëlee ci juddu kii juddu nekk jigéen kii juddu nekk góor du ma dellu ci lu sore parce que foofu il faut bon ma sore dem dugg dans l'histoire léegi am noo xam ne dugg jigéen na góor ñi parce que jigéen na góor il faut que ñu duggante mënuñu bañ duggante pour construire addina bi. Parce que addina bi pàcc boo mënti jël jigéen na góor duggante nañu pour construire ko même soo gis su feeñu nit ci yow soo ko jaxat kii wëmbatee bu baax. gis ñu jubale ko léegi nag ci duggante boobu dafa am nu mu jéngi jéngi bi moo tax ma ne du ma ci dellu parce que day gudd dafa am nu mu jéngi boobu nag dafa delloo femmes yi ginnaaw di leen wàññi de plus en plus ñu dem ba góor ñu nekk seen kaw nekk wàññi seen ay droit ak seen droit yëpp non seen droit économique politique social culturel organisationnel seen liberté d'expression et tout la attaqué mais du ñëw ci benn fan ay ati ay junne at la ñëwee. léegi nag noonu ba nga xam junne dafa tabax góor nii tabax jigéen nii ni mu tabaxee góor yow soo juddoo nekk sexe masculin dañ lay tabax pour nga jëm foofu société bi bëgg. maanaam nga ne koo xam ne day bund xataal góor jigéen ñi dafay yaakaar ni moo leen moom di leen dominer di def yëpp. di ko wane ci sëy di ko wane fépp ci sëy soo jigéen aussi suñ juddoo ñu defee ko boo xam ne dañ naan kii góor gi la fi nekkal. dafa dig dafa def. moom amul droit mais góor bi rek lay topp. waaw moo am droit góor la fi nekkal même Mauritanie par exemple jigéen su juddoo dañ koy mbalax. pourquoi ñu koy mbalax bi c'est pour que mu gonfler. am yaram ainsi de suite am yaram donc dañu lay fabriquer. dëgg la léegi nag jëf boo ko lay jëf ba nga nekk comme ni xam nga yow par exemple su ma la xoolee tu fais sénégalaise drianké xam nga sénégalaise drianké c'est ce que les Sénégalais veulent mais on t'a fabriqué ba nga xam même ni ngay toogee. ni ngay waxee ni ngay exprimer wépp day wane ni am na noonu société bi tëggee daf lay tëgg na mu ko bëggee ci na mu ko gënee baax pour moom loolu nag mooy indi li ñuy wax genre mooy tëggin boobu defin boobu
ñu def la ko ba nga nekk ni nga nekk mel ni que société bi bëggee pour que société bi mën di continuer. dëgg la léegi je pense que je vais retourner à Madame Dior Fall Sow et je pense que ce que vous avez dit tout à l'heure Monsieur Diop ça résume le concept de genre et comment est-ce que la société perçoit les femmes et les hommes. Il y a eu de très grandes avancées également, on en a parlé tout à l'heure. Il y a eu surtout la grande conférence de Beijing, c'était il y a 25 ans, Madame Dior Fall Sow. Aujourd'hui, en 2021, comment cela se traduit? Quelles sont les avancées? Quels sont les points qui ont été marqués par la société, la communauté internationale en général dans l'égalité femmes-hommes? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'égalité femmes-hommes là? Est-ce que nous avons atteint cette égalité femmes-hommes dans une société comme le Sénégal, 25 ans après Beijing? Alors, 25 ans après Beijing, je pense que si vous me demandez une réponse oui ou non, je vous dirais non. Non. Si c'est une réponse oui/non, je vous dirais vraiment non, mais il faudrait quand même que j'édulcore un peu ce non en disant que depuis Beijing, il y a eu quand même énormément d'avancées qui ont été faites. Exact. Dans la mesure où il y a beaucoup de choses que les femmes avant ne faisaient pas, il y a beaucoup de choses, beaucoup de fonctions à laquelle elles n'accédaient pas. Exactement. Il y a beaucoup de problèmes dans lesquels elles ne pouvaient pas avoir, disons, intervenir parce qu'elles n'étaient pas dans des instances de décision. Et même si, à l'heure actuelle, le problème reste entier, parce qu'il y a très peu de femmes par rapport à la masse critique qui existe, qui sont dans les instances de décision, mais quand même, il y en a. Et je pense que si ça continue, il y aura de plus en plus. Alors, si vous me dites, est-ce qu'elles sont les avancées, je vous dirais, je vous ai répondu déjà un non, mais en mitigeant, parce qu'au niveau du Sénégal, on a effectivement pas mal de choses. Ce serait peut-être très long de vous les lister tous, mais je vous en dirai certaines qui sont quand même importantes. Par exemple, je prendrai l'exemple du Code de la famille, où il y a quand même beaucoup de choses qui ont été changées. Avant, le mari avait le droit d'interdire à la femme de travailler. À l'heure actuelle, ce n'est plus possible. Par exemple, au niveau de la prise en charge des époux et des enfants, ce n'était pas possible avant, maintenant c'est possible. Un autre exemple que je peux vous donner, je ne liste pas tout, l'accès des femmes au niveau des forces de défense et de sécurité, avant c'était impensable, maintenant ça ne l'est plus. Et moi j'en parle avec beaucoup plus d'aisance qu'en 1999, on m'avait confié, c'était l'UNICEF et le ministère de la Femme qui m'avait confié l'étude de toute notre législation nationale en comparaison avec la CEDEF. Je l'ai fait et j'ai relevé tout ce qu'il y avait comme discrimination, mais dans tous les domaines, travail, santé, éducation, force armée. À l'époque, on appelait ça, c'était les métiers spéciaux en quelque sorte. Et je vois qu'il y a quand même pas mal d'avancées à ce niveau-là. Vous voyez maintenant les femmes au niveau des forces d'armée, elles sont importantes, police, gendarmerie, douane, qu'est-ce qu'il y a encore, pompiers, pénitentiaires. Donc il y a ça. Au niveau aussi de la politique, on peut dire que quand même, avant les femmes n'étaient pas chefs de parti. Il y en a maintenant qui sont pas beaucoup. Oui, on les compte sur les doigts de la main, mais quand même, il y en a. Au niveau du gouvernement, il y en a aussi, mais malheureusement, elles ne sont pas nombreuses. Alors, vous voyez, tout ça quand même fait dire qu'il y a une avancée. Mais le problème qui se pose, en plus, nous avons comment ça s'appelle, des instruments internationaux, nationaux et, disons, régionaux qui permettent qu'il y ait une avancée beaucoup plus rapide. Et là, moi, mon problème, c'est à ce niveau-là. Parce que le Sénégal a ratifié tous les instruments internationaux sans réserve. Et j'ai l'habitude de le dire et j'insiste sur ça parce que le sans réserve est extrêmement important. Parce que le sans réserve veut dire que nous ne pouvons faire rien d'autre que d'appliquer. Parce que nous n'avons fait aucune réserve. Il y a des pays qui l'ont fait et pour certaines dispositions, elles n'appliquent pas la Convention. Mais nous l'avons fait, donc il faudrait quand même pour notre crédibilité, qu'on puisse donc accepter. Donc voilà donc là où je pense on en est. Il y a des efforts qui sont faits, mais je pense qu'il reste encore beaucoup de chemin à accomplir pour atteindre cette égalité. Et c'est un problème, et le problème où je pense il faut
agir et beaucoup agir, c'est sur la mentalité. Exactement. Parce que vous savez, quand on a parlé tout à l'heure de genre, on a parlé de ce modèle, tout à l'heure tu as dit Daouda qu'on façonnait effectivement. Exactement. Et comme on dit, l'habitude d'agir d'une certaine manière, comme on dit, l'habitude c'est une seconde nature. Et cette habitude d'agir de cette sorte-là est ancrée dans certains esprits, et tant que ça ne changera pas, nous aurons des problèmes. Exactement. Donc il faut, je pense, voir comment nous pouvons faire pour changer les mentalités. Et je me dis même que, vous savez, il y a certains qui se complaisent dans cette situation, oui. Et c'est là le problème. Mais il ne faut pas laisser tomber, il faut continuer, il faut sensibiliser, il faut convaincre surtout, parce qu'à l'heure actuelle, quand même, je pense que les femmes ont montré de quoi elles étaient capables dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Elles l'ont toujours fait d'ailleurs, mais je ne ferai pas l'historique de ce qui s'est passé dans nos traditions, avec, que ce soit du point de vue de la défense de la nation, avec nos héroïnes, parce que nous en avons tout à l'heure, tu m'as cité. On en a parlé. On a parlé de Nathalie Aline Sintoé, exactement. Qui vraiment était contre la colonisation. Exactement, et on a parlé également alors, du fait... il y a tout ça, et chaque fois je me pose la question de savoir, bon, parce que c'est bien beau de dire les femmes, elles sont bien, ce sont nos mères, ce sont nos sœurs, elles sont des combattantes, ce sont des éducatrices, mais quand il s'agit d'agir concrètement pour leur donner la place et leur laisser la place qu'elles ont dans la société, c'est un autre problème. Exactement. Voilà. Alors donc, je pense que vraiment, il faut... Oui, il y a encore des choses à faire. Et vous, lorsque vous avez été nommée première femme procureure du Sénégal, c'était un grand événement dans l'univers juridique sénégalais. C'était quand même en 1976. Donc... pas très loin de la date d'obtention de l'indépendance. Et quel a été... est-ce que là, au Sénégal, c'est vrai que vous avez parlé de beaucoup d'acquis qu'on a eu depuis Beijing, mais est-ce qu'on a réussi le pari de la représentativité des femmes, par exemple, dans tout ce qui est élaboration de politiques publiques? Est-ce que les femmes ont leur voix? Est-ce que cette voix-là, elle est audible? Est-ce qu'elle est prise en compte? Écoutez, enfin, prise en compte, vous savez, il faut quand même avoir une certaine masse critique quelque part pour pouvoir faire en sorte que votre voix soit prise en compte. Mais je pense que là, par rapport à la position des femmes dans les instances décisionnelles, elles ne sont pas encore nombreuses. Non, pas du tout. Alors, il faut dire qu'elles ne sont pas encore nombreuses et que, effectivement, il faudrait que non seulement dans ces instances-là, elles soient plus nombreuses, mais aussi au niveau de la société civile, où quand même vous avez beaucoup d'organisations des femmes, qu'elles soient organisées. Exactement. Et moi, je le dis tout le temps, je dis, vous savez, parler, on ne peut pas seul faire atteindre les objectifs que nous nous assignons nous-mêmes, parce que c'est difficile. Mais il faudrait qu'il y ait une synergie d'action entre les associations, pas seulement même les associations féminines, parce que vous savez, parler d'égalité homme-femme, ça veut dire que les hommes sont impliqués. Exactement. Et là, je salue, c'est l'occasion pour moi aussi de saluer Daouda qui est un petit frère, un parent même. Mais cette occasion-là, bon, je la saisis parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Exactement. Et vraiment engagé. Et vous savez, quand on est engagé, c'est pas seulement s'engager, mais c'est qu'il faut être convaincu. Parce qu'un engagement sans conviction, sans détermination, aller jusqu'au bout, ça ne mène à rien. Mais non seulement il est engagé, mais il est convaincu. Exactement. Il est convaincu par cette cause qui est la nôtre. Parce qu'en fait, c'est pas une histoire de femmes, c'est une histoire de développement. Et de droits humains. C'est une histoire de développement, c'est une histoire de droits humains. Et il est certain, la Banque mondiale le disait, qu'il ne peut y avoir un pays, qu'il ne peut y avoir une communauté qui puisse se développer si on laisse les hommes et les femmes à l'arrière, les filles et les garçons. Donc, je pense que c'est des constats qui ont été faits à un très haut niveau, disons, de responsabilité. Et il est normal qu'on puisse le faire. Et je vous assure que tant qu'il n'y aura pas cette égalité, parce qu'on a parlé, il a dit un mot tout à l'heure qui m'a plu, c'est la complémentarité. Exactement. Égalité et complémentarité, ils peuvent aller de pair. Vous êtes égaux en droit. Et l'égalité homme-femme, c'est quoi? C'est de fournir à chacun, aussi bien aux hommes aux femmes, leurs droits fondamentaux. Ça, c'est l'égalité. Exactement. Ça, c'est l'égalité parce que les droits sont là. Maintenant, il y a un autre problème. Avant cette égalité-là, et ce que nous devons faire, c'est un peu ce qu'on appelle l'équité.
en droit. C'est l'équité qui doit précéder. Parce que l'équité, c'est quoi? L'équité, c'est de différencier un peu les cas. Parce que vous êtes homme, je suis femme. Est-ce que nous avons les mêmes besoins? Les mêmes besoins. Est-ce que nous avons les mêmes droits? Et comment sont réalisés ces besoins-là? Exactement. Dans les droits. Et c'est là qu'il faut rétablir un certain équilibre. Et on ne pourra pas, si on n'a pas cette équité qui mène vers l'égalité, c'est l'équité qui mène vers l'égalité. Donc il faut tout faire pour que l'équité déjà existe, cet équilibre-là, pour qu'on puisse aller vers l'égalité. Exactement. Donc répondre aux besoins des femmes et des hommes pour une société équitable. Monsieur Daouda Diop, Monsieur Daouda Genre, vous vous engagez auprès de votre communauté depuis très longtemps, depuis bien des décennies, et vous vous engagez pour la promotion de l'autonomisation des femmes et des filles. Alors, pourquoi est-ce que vous pensez qu'il est important d'impulser le leadership féminin dans les différentes communautés dans lesquelles vous travaillez? Merci, c'est une question extrêmement importante, surtout dans ce Sénégal. Et comme disait tout à l'heure Dioré, on dit oui, vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, et ainsi de suite. Ça, à la limite, c'est un discours endormant. C'est ça. Je suis d'accord. Endormir la personne et faire ce qu'on veut. En réalité, si on n'évalue pas ensuite, comme disait Dior, l'équité, c'est un moyen de l'égalité. C'est-à-dire, ce n'est pas l'égalité, mais ça permet d'atteindre l'égalité. Comme la parité. Ça permet d'arriver à l'égalité et de prendre les mesures qu'il faut rectifier ce qu'il faut rectifier. Maintenant, disons, en travaillant avec les communautés, les changements d'abord que j'ai perçus, c'est pourquoi je dis que c'est possible. Exact. Par exemple, je vous donne un exemple. Je cite Kaymor. C'est dans un projet financé par l'USAID, géré par la direction des eaux et forêts, qui s'appelait PGCL. On a été là-bas, Salimata Ba et moi, et les femmes n'accédaient pas au lotissement. Du simple fait qu'on en a parlé, les femmes en ont parlé. À l'époque, c'était une communauté rurale. Le président de la communauté a été sensible à la question jusqu'à dire que désormais, si on fait des lotissements, on donne à des femmes et des femmes ont reçu. Pour vous dire que donc, s'il y a le dialogue, la discussion, ainsi de suite, les gens arrivent à des niveaux de compréhension supérieurs, ainsi de suite. Ça, c'est une chose. Non seulement, mais accéder au terrain. Il y a un projet USAID. Vous allez dire que je cite tout l'USAID. Mais il y a un projet USAID où il y avait des crédits. Mais pour que tu accèdes au crédit, il faut que tu aies une délibération de communauté rurale qui t'affecte la terre. Le projet est resté 2 ou 3 ans. Il n'y avait aucune femme qui avait reçu un crédit parce qu'ils disaient que ce n'est pas possible. Et les hommes disaient maintenant qu'on leur donne le crédit parce qu'eux, ils peuvent avoir la terre. Parce que la terre leur appartient déjà. Donc il n'y avait aucune possibilité. On est allé là-bas. On a discuté avec les hommes. On leur a dit, faites un sketch, une pièce de théâtre où vous jouez, vous nous montrez comment faire pour que les femmes accèdent. Parce que dans tous les cas, si les femmes n'accèdent pas, l'argent ne restera pas là et va partir ailleurs pour des communautés qui acceptent. Mais ils ont fait leur sketch et ont montré quelles voies et moyens pour arriver à ce que les femmes. Et un homme a désaffecté ses propres surfaces. Parce que son problème, c'était si je désaffecte ça, si ma femme meurt ou quelque chose, bon, les gens envisagent toujours ces choses. Est-ce que les terres vont me revenir ou vont être perdues? Les gens lui ont montré, et il y avait le chef de village et le président de la communauté rurale, que c'est ta famille qui est d'abord prioritaire. Exactement. Donc, et l'homme a désaffecté ces terrains, pas 0,5 hectares, mais des hectares à donner à sa femme. Et ça a été un exemple où les gens ont commencé à donner à leurs femmes, à désaffecter leurs terres. Parce que toutes les terres presque sont prises et appartiennent à quelqu'un. Donc ça aussi, ça a amené que les femmes ont pu avoir le crédit. Et les hommes se sont rendus compte que quand les femmes ont suffisamment d'argent et travaillent, c'est la qualité de vie qui change. Alors que chez l'homme, c'est pas forcément vrai. On va marier une deuxième femme, une troisième, une quatrième, entretenir un deuxième bureau. Exactement. Et Tata Dior parlait tout à l'heure. Donc ça, je disais que donc, tu vois qu'il y a des progrès qui sont possibles, qu'il y a des changements. Donc c'est comment on s'y prend qui pose plus de problèmes. Exactement. Et maintenant aussi l'appui de l'État. Parce que l'État joue un rôle majeur. Dans un pays, les politiques sont déterminées par l'État. C'est les politiques publiques en réalité qui commandent. C'est pas le privé, ils sont des privés. Ils agissent, ils sont presque des individualités. Mais l'État régente toute la société. Donc même l'accès à la terre, si l'État, nous on le dit depuis plus de 20 ans, l'État n'a qu'à dire que toute délibération de communauté rurale qui n'a pas affecté de terre aux femmes en quantité suffisante sur la base des demandes est nul et de nul effet et donne au préfet la possibilité de faire ça.
mais l'État, depuis plus de 20 ans, 30 ans... Et ça nous ramène à ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, en disant que les femmes et les filles doivent, les femmes surtout, doivent être impliquées dans l'élaboration des politiques publiques. Parce que prendre en compte leur voix signifie tout simplement les écouter et connaître leurs besoins. Et ces besoins-là, si on les règle, si on donne aux femmes et aux hommes les besoins qu'ils demandent, on arrive à cette équité et l'équité nous permet d'atteindre l'égalité. Ils participent de plus en plus, mais sans incidence majeure. Parce que nous sommes des pays, on a ce qu'on appelle le complexe des experts. Donc, même c'est tous les schémas de développement qui ont été développés, c'est les experts qui ont fait ça. Et on n'a pas fait le bilan des experts parce que ces schémas ont échoué. Ils ont fait beaucoup, ils ont échoué. Mais on ne laisse pas les populations élaborer, faire leur propre schéma et mettre ça en œuvre. On ne leur donne pas l'occasion de prouver qu'elles sont fortes ou pas. Donc, en réalité, l'échec des politiques, c'est l'échec des experts. Ce n'est pas l'échec des populations. Parce que ces populations ne sont pas réellement prises en compte. Surtout les femmes maintenant. Parce qu'elles sont déjà rejetées par la société en arrière. Parce que c'est une société quand même très masculine. Et elles sont rejetées et elles n'ont pas toujours eu la formation, les compétences nécessaires pour participer d'une certaine manière. Exact. Mais elles connaissent leurs besoins. Exact. Maintenant, il y a des exemples très pertinents qui reviennent sur ces expériences avec les communautés. Vous avez tout pour que vous ayez des résultats concrets, des résultats positifs. Maintenant, nan la jigéen ñi wara def ba ñu boole leen ci élaboration politique yooyu. C'est très bien que nga wax ni jigéen ñi wara def. Elles doivent se lever et si tu veux éviter oui jusqu'à la mort. Parce que Sénégal, notre modèle aussi c'est oui jusqu'à la mort. C'est-à-dire la personne qui est là, tout le monde se range derrière cette personne et tout le monde lui dit oui. Exactement. Ton père est le meilleur père, ta mère est la meilleure mère, donc c'est bon. Alors le c'est bon là, c'est ça le problème majeur. Donc il vaut mieux que les femmes participent sans des oui jusqu'à la mort, en disant nous participons pour notre communauté, pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on participe pour nous, pour nos enfants et pour la communauté. Parce que communauté, progéniture et soi-même, on ne peut pas les détacher. Si les femmes commencent à le faire, elles vont petit à petit acquérir l'expertise. Parce que c'est en faisant, pour certaines catégories de personnes, il y en a qui vont à l'université, qui deviennent des agrégés, des professeurs, et ainsi de suite. Ils sont très forts. Mais pour certaines communautés, surtout celles qui sont les moins formées, c'est en faisant, en apprenant de l'erreur, en corrigeant, qu'on acquiert de l'expertise. Exactement. Parce qu'on acquiert la capacité, la possibilité de faire sans qu'il y ait de remise en réalité. Donc il faut les impliquer davantage. Et ça, l'État peut prendre une mesure, mais elle aussi, au lieu d'attendre l'État, là où ça se déroule, elle devrait y aller, et pas seulement en applaudissant, mais parfois elles y vont. Et souvent, parfois, c'est les femmes les plus âgées qui vont, elles vont là-bas pour dormir. En réalité, les jeunes femmes capables de se battre et de dire des choses qui ont leur avenir, qui appartient à leur avenir. Parce que quand une personne, son avenir appartient à son passé, cette personne n'est plus porteuse. Mais les jeunes, leur avenir appartient à leur avenir. Si les jeunes femmes, comme les jeunes garçons, y étaient présents et présentes, jouer leur partition, sortir leur qui, les politiques publiques vont prendre en compte les intérêts réels des populations. C'est ça, nous confrontés à des obstacles tels que les mariages précoces, ak yeneen obstacles yu gën a bëri. Bu fekkee dañu war a productif pour mën a indi dara ci société bi, dinañ ne ah non il faut vous marier, surtout quand c'est pour les femmes. Donc c'est difficile. C'est difficile. J'en profite même pour signaler une chose qui est un nouveau phénomène qu'on nous a signalé. Et il semble que c'est dans le Kaffrine, ça existe. Dans le Kolda, ça existe. Dans le Kédougou, c'est des jeunes maintenant, des enfants. Donc même il y a le droit des enfants qui ont 15 ans, que leur père et mère presque obligent à se marier à des jeunes filles de 13 ans, de 10 ans, et ainsi de suite, parce que ces jeunes filles deviennent une main-d'œuvre taillable et corvéable à la merci. On ne peut pas dire que le préfet n'est pas au courant, parce que quand les baleines gosses sont au courant, vidéos qui circulent sur Internet. Ne prend pas de mesures pour ces choses, parce que l'État préfère fermer les yeux pour faire une sorte d'entente cordiale avec les féodaux, avec les grands marabouts, et ainsi de suite, parce que tout le monde se donne dans cette affaire de prédation de filles mineures. Alors ça, l'État n'a pas encore parlé de ça, alors que ça commence à exister. Moi, je me propose que si j'ai un peu de moyens, je mène une enquête dans ces endroits pour montrer l'ampleur du phénomène et proposer. Mais il y a déjà les lois qui existent, qui fait qu'un enfant a un âge de mariage, une fille a un an de mariage,
où l'État pouvait déjà sévir si l'État donnait des directives Exactement. aux sous-préfets et aux préfets. Tata Dior, par rapport à la participation, oui. waaw man dama bëgg a tuddal dinaa ko wax si olof. comme question bi posé woon naka si olof. si participation jigéen ñi. nan la ñu war a def. dëgg la ba mën a bokk si communauté yeeg yooyu. instance yi. mais defe naa ñaar moo am. xam nga d'abord da nga war a xam sa àq ak sa yelleef. kooku boo ko xamee. dana gën a yombal li nga bëgg a def. dëgg la beneen bi da nga war am fitam itam. parce que doo bëgg a dara itam dem fa xam ne xëy na daa am coono wala daañ la si indil ay problème nga bañ a def. gis nga bu ñuy wax affaire communauté yi liggéeyu femmes yi si agriculture yooyu exemple yoo mën a jël muy si Ndar muy feneen am na ay femmes yu bari yoo xam ne fii ñu toll. ñu ngi amee ay tool yu dul jeex. waaw ñu ngi amee léegi sax dañ koy def ay entreprise xoolal ceeb bi xoolal yeneen kii nga xam ne ñu ngi koy gis lu tax ndax dañu jug benn bés ne lu tax ñun duñ ko mën a def dañu dem doo si kaw table bi ni ñun kat lii dañu mën a def wuti ay financement ñu jox leen seen financement ñu def ko loolu da ngay am fit itam parce que boo bëggee dara foog nga am fitam boo ko amulee doo dem fenn c'est nag nit yi daañu fexe ba léeg-léeg itam ñu teqali la ak sa sago parce que dañ lay teg pression boo xam ne actuellement ku amul fit boobu nag du mën a àgg parce que nag gis nga jigéen muy fi lii muy fi leneen kenn du la may dara muy si politique muy si yeneen liggéey muy si kenn du la may dara boo ko jëlalul sa bopp kenn du la ko jox kon nag defe naa ni loolu lu am solo la fokk ñu xalaat ko fokk ñu fàttaliku ko fokk ñoom itam ñu jëf ko parce que loolu problème la parce que gis nga affaire terre yi bu may wax ne il faut que nga xam sa àq ak sa yelleef mooy lan mooy affaire terre yi lu bari dañu naan terre yi femmes yi mën nañu accéder à la terre amul benn loi bu wax ni femme mënul accéder à la terre fii si Sénégal bu wax ni femme mënul accéder à la terre donc c'est culturel ay pratiques la c'est des pratiques culturelles qu'on essaie de exactement mais qu'on perpétue depuis des années et des années texte boo xam ne mën na la wax ne femme mënul accéder à la terre exactement donc léegi loolu itam moo tax bu ma xam ne da ngay xam sa àq ak sa yelleef il faut que ñu xam ko c'est ñun nag ñoo leen mën a dimbali si loolu exactement dëgg yàlla association yi kii yi ñoo leen mën a dimbali si loolu lu ñuy wax lu ñuy vulgariser le droit mooy ku si nekk xam lu la yoon may c'est defe naa ni pour droit yi moom amul benn problème parce que droit yi ñuy jox mooy droit yi nga xam ne kuy nit mooy lu ñuy wax si tubaab inhérent à la personne humaine mooy kuy nit rek mën nga ko am moo tax it man buñ ma naan jigéen ñi lu tax ngeen di yëngatu ñi lu tax ma ne leen parce que ñun ay nit lañu comme yéen c'est nag dañuy bëgg ñun itam am suñu àq ak yële c'est duñ si sonn dëgg la loolu nag mooy problème fondamental am na solo merci beaucoup à tous les deux donc la campagne le vidéocast qu'on est en train de faire là les 16 minutes d'activisme ce qu'on veut c'est qu'à l'instar de la campagne pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles qu'on ressorte ici avec des recommandations fortes sur comment éliminer les violences faites aux femmes et aux filles. Parce que il y a, moi je me rappelle d'une étude du PNUD en 2016 qui disait que les discriminations, les violences qui sont faites aux femmes et aux filles et qui existent en Afrique nous faisaient perdre près de 96 milliards de dollars. Donc, bu ñuy violenter famille, bu ñu leen di discriminer, bu ñuy def de telle sorte qu'elles ne sont pas productives économiquement, socialement, dafa tax ñun suñu bopp on perd de l'argent. Et ñun suñu bopp mënuñu développer wu donc on aimerait aujourd'hui vraiment ressortir d'ici avec des recommandations sur comment éliminer ces violences-là. On parle de viol toutes les semaines, on entend ça à la télé. Il y a non seulement à la télé, mais on filme des scènes où on violente des femmes, où on les discrimine, où elles font face à toutes sortes d'obstacles qui font qu'elles ne sont pas productives économiquement, qu'elles ne peuvent rien apporter à la société. Donc nan la ñu mën a def tey aujourd'hui vraiment en 2021 pour que bu ñu jógee fii que les femmes aient non seulement la possibilité de pouvoir s'épanouir économiquement, mais aussi qu'elles arrivent à s'épanouir socialement. Donc c'est une question que je vous pose à tous les deux, vu votre parcours, votre expérience, pour tout ce que vous avez fait pour l'atteinte de cette égalité-là. D'abord, moi je pense que le problème fondamental de ces violences-là résulte du statut que l'on donne à la femme dans la société. Vous savez, il faut dire les choses telles qu'elles sont. À l'heure actuelle,
les femmes sont toujours considérées comme sujet inférieur. Que ce soit au niveau de la famille, que ce soit même quelquefois au niveau professionnel, il y a des exceptions. Mais en général, elles sont considérées comme inférieures. Mais vous voyez même une femme qui a atteint un certain niveau et qui a quelques postes de responsabilité, mais des hommes ne la respectent pas. Non. Vous voyez dans l'armée, il y a des cas, les femmes le disent, hein, vous avez un degré supérieur, mais il y en a quelqu'un, il y a des gens, des sous-officiers, qui ne veulent pas les saluer. Exactement. Parce que ce sont des femmes. Exactement. Donc, je vois que donc ça, c'est un problème, déjà. Hein, c'est la place qu'on met, que la femme a dans la société. Et il faut savoir aussi pourquoi elle a cette place-là, pour pouvoir régler le problème. Vous faites un constat, maintenant, comment faire pour le régler? Et quand on analyse, on se rend compte que c'est un problème d'éducation. Exactement. Et d'éducation de base. Et quel est le premier vecteur de socialisation de l'enfant? C'est la famille. Ensuite, l'école prend le relais. Exactement. Et au niveau de la famille, qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme on le disait tout à l'heure, on a été modelé plus exactement, d'une certaine façon, à savoir, la fille doit rester à côté de la maman, elle doit faire la cuisine, la vaisselle, elle ne doit pas, elle peut pleurer si elle veut, elle est sensible, ça se comprend. Le garçon, il ne doit pas pleurer. Il ne doit pas pleurer, c'est un homme, il doit jouer avec, il ne doit pas jouer, la fille doit jouer à la poupée ou à autre chose. Non, lui, c'est des trucs vraiment virils. Et les enfants grandissent un peu comme ça. Et quel que soit, vous êtes dans une famille, votre grand frère, ça dépend, ça a évolué, hein, il y a des évolutions bien sûr, et peut vous corriger. Oui. Parce que vous n'avez pas fait ce que vous devez. Alors ça, ce sont des choses sur lesquelles on doit revenir. Exactement. L'éducation de base, elle est très importante. Et ça doit se faire déjà au niveau de la famille, pour que les enfants apprennent à se respecter, apprennent la différence, sachent que tu es une fille, tu es un garçon, mais tu peux faire les mêmes choses. Bon, c'est vrai qu'on ne doit pas mettre de côté certaines, je dis bien certaines, parce que toutes nos pratiques socioculturelles ne sont pas bonnes. Pas bonnes. Mais il faut le celles dire comme qui ne sont pas bonnes, qu'on les mette de côté. Exactement. Et qu'on conserve celles qui sont donc qui peuvent servir et qui sont valables. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est l'application des textes. L'application des textes. J'aurais pu mettre l'État d'abord au début, mais je préfère faire cette analyse et ensuite dire quel est le principal quand même responsable. Nous avons des textes qui sont là, qui existent, mais qu'on n'applique pas. Mais qu'on n'applique pas. Et je peux vous donner des tas d'exemples dans ce domaine-là. Violence faite aux femmes. Combien de fois on a changé depuis la loi 1965 avec la loi 1999 qui a augmenté les peines pour en arriver à cette loi nouvelle de 2021 2020 qui criminalise le viol et la pédophilie. Mais pourquoi? Pourquoi on en arrive là? Parce que les lois ne sont pas appliquées. Quand je prends l'exemple du viol, où on vous disait qu'avec la loi de 99, pour certains cas, c'est des circonstances aggravantes, et qu'un enfant de 13 ans qui a été violé, le coupable doit voir le double de sa peine, ça veut dire 10 ans. Mais on a vu des jugements, je suis désolée de le dire, où il y a eu des peines avec sursis, alors que l'article 322 disait que le sursis dans tel cas n'est pas applicable. Donc, vous voyez, il y a ça déjà. C'est pas appliqué, donc pas d'effet dissuasif. Donc, quand vous voyez que maintenant, on peut laisser passer, c'est un problème. Alors, il y a ça. Ensuite, il y a autre chose. Il y a la responsabilité de l'État. Moi, je pense que l'État, il faut l'interpeller sur sa redevabilité. Parce qu'on ne signe pas des engagements sans les respecter. Et quand vous voyez certaines choses, par exemple, nous, on a le problème à l'heure actuelle, mais il faut en parler. Moi, j'en parle parce que nous ne faisons rien. Nous, les féministes, on les appelle comme on veut, les activistes. Mais vous savez, comme je dis, moi, tout est dans le contenu.
de ce qu'on dit. Exact. Hein? Moi, je suis féministe africaine, et je considère que si je défends mes droits, qui me sont propres, mes droits fondamentaux, en tant qu'Africaine, pour pouvoir participer à mon développement, moi, c'est ça mon féminisme. C'est exactement ça. C'est ça mon féminisme, et le faire en tenant compte aussi de mes réalités socioculturelles. Exactement. Je ne suis pas une féminisme par mimétisme. Exactement. Je n'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs ce que j'ai ici, parce que c'est un complexe. Souvent, c'est ce que je dis aux gens. Quand ils disent « oui, mais arrêtez d'aller chercher vos exemples », je dis « mais moi, je ne suis pas complexée, parce que je ne vois pas ce que les autres ont de plus que moi, qui suis africaine. Rien du tout. Ils ont un cerveau, un nez, nous avons 2 bras, nous sommes face de la... Il n'y a que la mélanine qui est différente. Exactement. Mais sinon, je ne vois pas pourquoi. C'est la race humaine. Hein, je ferais autre chose. Donc, je n'ai pas de complexe. Et si je dois défendre mes droits dans ce sens-là, je le ferai. Exact. Alors, il y a ça. Alors, quand on voit que ces textes-là ne sont pas appliqués, que ces textes-là, et qu'il y a un groupe de personnes qui se revendiquent parce que, je ne sais pas, moi, ils sont religieux, ils ne sont pas tous, hein, mais qui le font, mais je trouve que c'est extrêmement grave. Parce que, à l'heure actuelle, alors que nous avons quand même, nous sommes dans un état de droit, et état de droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner la primauté au droit, et rien d'autre. Et qu'on voit que des gens se permettent de dire qu'ici au Sénégal, ça ne se passera pas, parce que simplement, nous ne sommes pas d'accord, parce que ça va à l'encontre peut-être de notre religion, mais je dis souvent, laissez la religion tranquille. Parce que si vous lisez bien ce que la religion dit, si vous le suivez, vous vous rendez compte que la religion, c'est quelqu'un qui met en avant quand même la femme. Exactement. Parce que le premier rôle du Coran, quand on dit qu'il est descendu, ça a été aussi d'empêcher que les filles vivantes soient enterrées vivantes, que les filles soient enterrées vivantes. Exactement. Et quand vous lisez tout, il y a vraiment beaucoup d'exemples, je pourrais en parler pendant des heures, hein, dans notre religion, vous vous rendez compte que dafa suturaal jigéen, dafa magal jigéen, l'adultère de la femme est impossible à prouver dans le Coran. Impossible. Quand vous allaitez votre enfant, normalement, on doit vous payer. Et vous devez recevoir une compensation de la part du mari, exactement. Quand vous divorcez votre femme dans la religion, vous ne faites pas comme on fait aujourd'hui, vous mettez les bagages dehors. Non, vous devez la garder chez vous. Alors ça, ce sont des pratiques de bons musulmans, et c'est dans le Coran. Le Coran ne dit rien d'autre. Le problème de l'avortement médicalisé, mais ce n'est pas interdit dans le Coran. Non. On vous dit que quand la vie de la mère est en danger, maintenant la conception du danger de la vie de la mère, il faut la définir. Exactement. Une fille de 9 ans, de 10 ans, qu'on viole, que son père, qu'un étranger viole, qui ne peut pas supporter cette grossesse, qui en meurt. Oui. On a vu des cas. Mais mieux vaut prévenir que guérir. S'il est possible qu'on puisse la libérer pour ne pas avoir ce résultat fatal. Et préserver sa vie. Alors que nous avons signé sans réserve le protocole de Maputo, l'article 14, qui dit en cas de viol, d'inceste, etc., l'autorisation doit être accordée. Mais qu'appelle-t-on le danger de mettre la vie de la mère en danger? Ça, c'est des concepts sur lesquels nous devons nous étendre. Et pourquoi on ne parle pas, alors que dans la religion, c'est très clair, de l'interdiction que fait la religion de certains rapports entre parents? C'est très clair. Vous avez des degrés de parenté suivant lesquels vous ne pouvez pas avoir de relation avec une personne, le père, l'oncle, à un certain degré. Mais pourquoi ces gens-là n'en parlent pas? Et ne parlent pas de ces personnes, des pères qui violent leurs filles, des oncles qui violent leurs filles, et des personnes qui viennent... Mais prennent quand même la religion pour référence lorsqu'il s'agit de choses qui les arrangent. Mais c'est une interprétation
C'est une interprétation. Alors je crois que, franchement, bon, j'en parle parce que ça vraiment, et je voudrais qu'on ait un débat oui, une où chacun pourrait donner ses arguments et que la population pourrait comprendre et choisir. Exactement. Parce que je pense que c'est facile de dire, il ne faut pas, parce que c'est criminel. Point. Mais qui commet le crime? Est-ce que c'est le père qui a violé sa fille âgée de 9 ans ou de 10 ans? Ou est-ce que ce sont les personnes qui pensent aux conséquences de cet enfant, qui d'abord n'aura plus d'enfance? Ce n'est plus un enfant. De cet enfant qui voit toute sa vie brisée, elle ne peut plus aller à l'école, elle n'a plus aucun espoir que de rester dans cette douleur-là. Si ça n'arrive pas qu'aux autres, Non. comme je dis souvent. Non. Et si chaque père, chaque mère, chaque oncle, tante se disait, et si ça m'arrivait à moi, à mon enfant, quelle serait ma réaction? Je pense que les choses changeraient. Changerait certainement, Monsieur Daouda Diop. Si vous avez des choses à dire. Ce que je voulais dire, Bien entendu. la première chose, c'est que le concept d'égalité n'est pas le concept du Nord. C'est-à-dire, on peut faire aux gens des complexes en disant vous avez copié du Nord. Exact. La charte de Koukang-Fouga, qui date de 1200 et quelques, Exactement. a réglé la question des relations entre les hommes et les femmes. Exactement. Et quand même, quand il y avait des décisions de guerre qui étaient prises par la Chambre des hommes, quand la Chambre des femmes remet ça en cause, la guerre n'a pas déclaré. Exactement. Pour vous dire donc, l'Afrique, dans sa tradition, a donné un poids, contrairement à la civilisation eurasienne, où on tuait même les femmes quand ils atteignaient un certain âge, et ainsi de suite. Donc, le concept d'égalité homme-femme, c'est un concept purement africain. Et quand les gens mettent des cravates, ils ne disent jamais que ça c'est européen. Eux, tous ceux qui te critiquent, tu verras, c'est des cravates parfois qu'ils ont eu à mettre. Mais ils ne disent jamais que ça. Alors, ils ont singé l'Europe parce que c'est l'Europe qui met des cravates. Mais quand on dit égalité des femmes, ils disent oui, vous avez importé ça de l'Europe, vous le copiez. Il faut déplacer ça. C'est un complexe qu'on mène aux gens pour qu'ils ne parlent pas. Exactement. Maintenant, pour les violences, je voulais distinguer les violences économiques des violences physiques, et ainsi de suite. Le viol étant dans les violences physiques, mais il faut toujours le mettre en exergue. Quand même on dit violence physique, moi je préfère qu'on ajoute toujours le viol sans diffuser ça, sans diluer ça dans violence physique, parce que ça cache l'ampleur de la question et ça cache le terme. Donc ces violences doivent être fortement réprimées dans tous les cas et il ne doit pas y avoir de complaisance. Je donne un exemple pour vous dire que près de plus de 95% des décisions de justice concernant les droits des femmes, surtout sur les violences et les viols, ne respectent pas les textes du pays, les propres textes du pays. C'est ce qu'on devait avoir une personne chargée de, quand un jugement est donné sur ces questions et ne respecte pas les textes du pays, que même le magistrat puisse être traduit. Parce qu'un magistrat, c'est pour, à la limite, respecter les textes du pays, mettre en œuvre les textes, s'il passe à côté. J'ai dit plus de 95%, de 92 à 2013, sur l'étude qui a été faite par des universitaires dont Fassine Kiné Camara, ne respectent pas. Donc, c'est la justice des hommes. Il faut quand même qu'on ose appeler les choses. Le tribunal, quand il y a eu les Djossofa, les Mamadou et autres, c'est pourquoi même il y a des gens qui disent, moi je préfère que ça tombe sur tel ou tel. Parce que quand ça tombe sur les hommes, l'homme il réfléchit à l'homme. Je donne même un exemple. Ma femme se la cache contre moi. Quand on se la fâche contre moi, quand on se marie, son père a dit qu'il est témoin parce que c'est sa fille dorée, je ne sais quoi. On est allé au tribunal. Son père est venu, j'ai dit monogamie. Son père a dit qu'il ne signe plus. Parce qu'il faut au moins signer la polygamie limitée. Pour vous dire que donc, quand l'intérêt de l'homme tel que conçu, que l'homme doit continuer dans l'éducation de genre, les hommes se révoltent, même y compris quand ils sont d'accord avec leur fille adorée. Donc, il faut être très sévère. C'est pourquoi je suis avec la loi sur la criminalisation. Maintenant, peut-être, comme suggéré un peu d'Aoudebine, il faudrait qu'il y ait un décret présidentiel ou un article de justice, en tout cas, qui dit que, la volonté politique, bien que ça soit criminalisé, il faut que les jugements se fassent vite. Mais là où il y a un problème, c'est quand on dit autonomie des femmes. Parler de l'autonomisation des femmes, c'est une parole de vent. Si il n'y a pas de mesures, parce que le petit crédit ne peut créer aucune milliardaire. Non, je suis d'accord. Les petites superficies ne peuvent créer pas de milliardaires. Donc, la vision de l'autonomie des femmes est une mauvaise vision parce qu'on ne conçoit ça comme des crédits de misère qui reproduisent
la misère. C'est pourquoi les femmes, malgré tous les crédits déployés depuis longtemps, elles sont pas à toujours sortir au bas de la société économiquement. Donc il faut changer. Ça vient des Nations Unies, mais ça vient aussi des femmes africaines. Parce que les femmes africaines, en allant à Beijing, avaient dit que la politique ne les intéresse pas. C'est Aminata Mbengue qui présidait le caucus des femmes, et moi j'étais là-bas. Que la politique ne les intéresse pas, ce qui les intéresse, c'est la lutte contre la pauvreté. Et les gens ont articulé l'entrepreneuriat avec la lutte contre la pauvreté. Donc, entrepreneuriat féminin égale lutte contre la pauvreté. Ça veut dire qu'on te sort la tête juste hors de l'eau avec de petits crédits. Ça, c'est une erreur que l'Afrique doit rectifier et que nos États aussi doivent dépasser ces seuils de petits crédits pour dire qu'on a donné 10 milliards à femmes. 10 milliards, si tu le donnes aux femmes sénégalaises, ça signifie à peu près 1250 par femme, pour femmes qui en ont besoin. Donc, tu n'as rien fait. Comment peut-on te donner un crédit de 1250 pour que tu sortes de la misère? Donc, ce sont ces mots-là, mais quand on dit aux femmes, on a donné 10 milliards, j'en ai eu 10 milliards. Comme si on a fait descendre le monde. Donc, il faut changer totalement les approches en matière d'autonomisation des femmes. Parce que c'est l'autonomisation économique va les amener à peser dans la balance économique, sociale, culturelle du Sénégal avec de fortes pressions, avec des capacités. Exactement. Il faudrait donc changer ces approches-là. Et les ministères des femmes, c'est normal, hein, on les a éduqués comme ça et formés comme ça. N'ont pas changé, continuent toujours à dire petit crédit, on a donné 10 milliards aux femmes, on a donné. Calcule ça par le nombre de femmes en âge de travailler et qui travaillent, tu verras 1250 par femme, non, 2500 par femme. Cela ne peut pas vraiment poser sur la balance. L'autonomie est mal posée, l'autonomisation, parce que quand on pose l'autonomisation dans ces termes, on n'autonomise pas les femmes. On les confine dans la misère avec la tête juste hors de l'eau. Et quand on est émergent pendant 50 ans, on a le temps de mourir 50 fois. Donc, elles sont en émergence. Exactement. Donc il y a une urgence. Exactement. Il y a une urgence quant aux approches économiques qui sont faites. Mais ce que je retiens également de ce que vous avez dit, c'est vraiment cette notion de mimétisme qui n'existe pas en réalité. Ce qui existe en réalité, c'est, on en a parlé tout à l'heure, avant de commencer, il faudrait une réappropriation des droits. Ce n'est pas une acquisition des droits pour les femmes, parce que les femmes ont toujours eu des droits, ont toujours excellé sur le plan politique, ont toujours eu à pouvoir s'exprimer de la meilleure des manières, ont mené des résistances. Je pense que la première résistance, elle a été menée par Nateyala avant la colonisation. Donc, il faudrait absolument que l'on se débarrasse de cette notion de mimétisme qu'on veut nous faire croire que les femmes et les féministes et les groupements sont en train de vouloir mettre en exergue. Ce n'est pas cela. C'est que nous savons que nous avons des droits qui ont été bafoués pendant très longtemps et qu'il faudrait dès maintenant pouvoir... En tant que porteur de l'aspiration, de la réalisation de l'être humain et de l'être humaine. Exactement, on en a parlé. Au même degré, en égalité. Et donc, je me réclame du féminisme. Pour ne pas mettre les femmes dehors, parce que ne pas s'en réclamer, c'est rejeter les femmes en arrière. Donc, je pense que nous devons marcher ensemble dans la complémentarité. Exactement, les droits des femmes donc, sont moi, je me réclame comme toi. Féministe. Les droits des femmes sont des droits humains, donc c'est tout à fait normal que l'on puisse tous se réclamer féministes, comme Chimamanda Ngozi Adichie l'a dit dans son essai, en disant everyone should be feminist. On devrait tous être des féministes, et je crois que ça c'est quelque chose d'extrêmement important. La seule chose sur laquelle j'aimerais que vous reveniez un peu peut-être à Georges, je pense que Daouda l'a brossé tout à l'heure, c'est comment est-ce que vous avez géré, je vais dire entre guillemets, cette nomination en tant que procureur, et pendant toute votre expérience, vous me racontiez tout à l'heure une très très belle anecdote de comment les Saint-Louisiens vous percevaient et étaient très très contents d'avoir une procureure qui a su quand même relever beaucoup de défis qui étaient liés à des obstacles que les femmes rencontraient à cette époque. Donc, est-ce que vous pouvez juste revenir sur cette expérience-là que vous avez eue en réglant les problèmes que rencontraient les femmes au niveau de Saint-Louis en tant que procureur, toutes les affaires juridiques que vous avez eu à gérer? Oui, alors si vous dites que concernant les femmes, je serais mal à l'aise. Oui. Parce que quand j'étais à Saint-Louis, je n'étais pas procureur des femmes, j'étais procureur de la République. Donc, je gérais les droits de tout le monde. Oui. Donc, j'étais là comme avocate de la société. Et donc, j'étais à la disposition aussi bien des hommes que des femmes. Et je crois qu'à ce niveau-là, il y avait vraiment pas de problème, malgré la réputation qu'on me donnait. Exactement, surtout cette réputation-là. Les images qu'on se fait d'une personne, d'être toujours défenseur des femmes.
ce qui n'est pas inexact, mais j'avoue que je pense que j'ai été quand même juste. Et il y a des femmes qui ont été condamnées parce que toutes les femmes ne sont pas, disons, des exemples. Oui. Et donc, il y a beaucoup de femmes que j'ai eu aussi à condamner et puis donc à poursuivre pour des faits et des infractions à la loi pénale. Ce que je peux dire de cette expérience aussi, ce qu'elle m'a permis quand même au niveau de Saint-Louis de démontrer, parce que c'était un challenge pour moi. D'abord challenge parce que bon, j'ai été effectivement la première femme, bon, d'autres auraient pu peut-être l'être à ce niveau-là, mais c'était un challenge pour moi. Et je peux dire qu'il y avait déjà des femmes magistrates au niveau de Dakar. Alors ça a été un challenge parce que déjà, on m'avait demandé de rester à Dakar parce que j'étais une femme et que les femmes, si elles écrivaient, rester à Dakar, j'ai refusé. J'ai dit, il n'y a pas de raison, j'étais la seule de ma promotion avec 5 hommes. Donc si nous avons fait les mêmes études et tout, si vraiment ils sont affectés dans des régions, si moi je le suis, je vais dans la région. Parfait. Donc ne me mettez pas mal à l'aise et dans une situation inconfortable en me faisant une faveur que je ne veux pas. C'est comme ça que je suis allée à Saint-Louis, donc j'étais la première aussi à être sortie de Dakar. Et c'était un challenge pour moi. Et je pense que j'ai dû faire mon travail pour montrer que justement c'était une porte ouverte à toutes les femmes et qu'elles pouvaient très bien, dans la magistrature, accéder à ce niveau-là et même aller de l'avant. Et je crois que c'est ce qui est important dans le message que les femmes veulent porter. C'est-à-dire, on ne veut pas défendre quelque chose et ne pas faire tout ce qu'il faut, et ça demande des sacrifices, pour être des exemples et montrer que il n'y a pas, disons, de barrage pour dire vous ne pouvez pas aller jusque-là. Exactement. Et l'exemple a prouvé, il n'y a pas que moi. Vous avez eu, par exemple, Andrésia Vaz, qui a été la première femme présidente de la Cour suprême. Hein? Ensuite, vous avez eu Mireille Ndiaye, qui a été présidente du Conseil constitutionnel, la première femme. Vous avez des femmes qui sont à l'heure actuelle en train de monter dans la profession, et je pense que c'est ça qui est important. Quand vous faites quelque chose et que vous êtes convaincu, il ne faut pas et c'est là où j'ai quelques peut-être problèmes avec certains leaderships. Hein. Je ne dis pas tous les leaderships, je fais toujours la part des choses, mais certains leaderships, c'est féminin, à savoir que dès l'instant où ils sont au plus haut niveau, ils oublient celles qui sont derrière elles. Et le rôle d'un véritable leader, c'est de pouvoir attirer à son niveau les gens qui croient en lui et qui sont donc derrière lui. Alors je pense que ça a été peut-être ce que je voulais un peu faire. Ensuite, il y a eu pas mal de problèmes, vous savez, bon, parce que comme la première et tout, je ne dis pas de difficultés en lui-même, mais comme je vous l'ai raconté, beaucoup de mythes sur ma personne, sur les activités. Mais en général, je peux vraiment dire que ça s'est bien passé. Peut-être aussi que j'avais une mentalité peut-être spéciale parce que je n'étais pas choquée ni effrayée par quoi que ce soit. Et je pense que ça a été... Exactement. Parfait. Mais avant, je dis quand même, les Dior ont été des exemples concrets. Et moi, je te dis, parce que je suis un peu le milieu de la magistrature, pas trop, mais tu n'as jamais entendu le nom de Dior dans une histoire de corruption. Tu n'as pas entendu le nom aussi de toutes ces femmes-là dans des histoires de corruption. Je n'en ai pas entendu, peut-être que ça existe. Donc, ça a été un exemple ou un plus que les gens devaient apprendre. Comme recommandation, une des recommandations majeures au Sénégal, surtout pour les femmes en milieu rural, indépendamment des petits crédits qu'on doit abandonner. C'est une question sur laquelle je voulais vous interpeller. C'est l'accès à la terre et il faut qu'on prenne une mesure qui dit que toute délibération qui n'a pas affecté de terre aux femmes est considérée comme nulle et qu'on donne au préfet des possibilités sur ça. Que le préfet puisse annuler et que la terre ne soit pas affectée. On me dira que les femmes n'ont pas présenté ce qui est vrai, mais les communautés là, si on leur dit ça, elles chercheront des gens pour rédiger les demandes pour les femmes. Parce que quand elles sont analphabètes, on ne peut pas leur imposer de faire des demandes. D'autant que la demande doit être faite en français. Donc c'est une recommandation pour moi majeure pour lutter contre la pauvreté des femmes et pour favoriser l'autonomisation des femmes, surtout en milieu
rural. Oui, Donc ça, c'est la recommandation. Oui, merci beaucoup Tata Dior, merci beaucoup à Monsieur Daouda Diop. Vraiment, on l'a dit en début de propos que c'était d'éminentes personnalités qui ont eu à faire des milestones, comme on dit en anglais, donc pour tout ce qui concerne l'égalité femmes-hommes. Vraiment, vous êtes des références pour les Sénégalais et les Sénégalaises, pour les jeunes femmes. Et pour les jeunes hommes également qui vous suivent. Et nous vous remercions pour toutes les recommandations qui ont été formulées ici à l'occasion de ces 16 minutes d'activisme. Merci beaucoup à vous tous et merci à Warkha également et aux différents partenaires qui ont eu à nous soutenir, que je vais citer d'abord le musée Henriette Bachelet qui a bien voulu nous accueillir aujourd'hui, Oxfam également, Equipod, le PASNEC 2, le projet Voix et Leadership Féminin à travers le CECI et bien entendu Kitamba. Merci à tous et à très bientôt.